Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues, histoire de jeux. Je suis en compagnie d'Aurélien. Salut à tous, salut Julien. Salut Aurélien. Les Ludologues, c'est l'émission qui décortique les histoires des jeux de société. Oui, à chaque fois, on partira donc d'un jeu ultra connu. On va essayer de savoir un peu d'où ça vient ce jeu et comment il a évolué avec les époques, les années. Et on recherchera aussi sa trace dans la pop culture et notamment l'influence qu'il a eue sur les jeux modernes et les jeux actuels. Aujourd'hui, on part du tarot et on va... Arrivé jusqu'à Dominion. Eh bien, on commence par parler du tarot. Le tarot, comment ça marche? Allez, on t'écoute. Alors là, voilà. Donc déjà, il y a une fédération française du tarot et un règlement officiel qui existe. Le règlement fait 28 pages. Si vous avez jamais joué au tarot, bah accrochez-vous parce que c'est plus dur à expliquer qu'à jouer. Ouais, c'est un jeu qui est quand même un petit peu élitiste, hein. On se lance pas comme ça à l'improviste, je pense. C'est ça. Alors, j'ai pu constater quand même, en regardant la règle, que le tarot, c'est un peu comme le Uno. Chacun fait un peu ses variantes. Ouais. Personne ne joue les règles exactement officielles. Par exemple, la pouce, ça n'existe pas dans le règlement officiel. Je sais pas si tu utilisais la pouce dans les annonces. Si, mais moi j'avais déjà entendu que c'était une variante un petit peu pour aider les nouveaux joueurs. D'accord. C'est un peu la version avec tuto. C'est la version avec les roulettes, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est le tarot pour ceux qui ne savent pas. Et puis pour ceux qui savent, ben, vous verrez toutes les erreurs que je dis. Alors déjà, c'est un jeu de pli. Qu'est-ce que c'est un jeu de pli? Un pli, c'est un ensemble de cartes qui sont jouées par tous les joueurs pendant un tour. Chaque joueur joue une carte et à la fin, il y en a un qui ramasse les cartes, il ramasse le pli, on dit. Pour savoir qui ramasse le pli, ben, c'est le joueur ayant joué la carte la plus forte qui va ramasser les cartes de tout le monde. Donc il existe plein de jeux de pli. On secoue une poubelle, il y en a 50 qui tombent. Et la belote, par exemple, est un jeu de pli. Au tarot, il y a deux types de cartes. Il y a les cartes qu'on appelle les cartes de couleur. Donc le trèfle qui pique ton cœur Caroline, ça c'est les cartes de couleur. Et donc elles vont de l'As au 10, puis du valet, cavalier, dame, roi. Donc il y a le cavalier en plus au tarot. Et ce qui est rigolo au tarot, c'est que l'As, ben, c'est la carte la plus faible en fait. Oui. C'est nul l'As. Non, c'est vraiment la moins bonne des cartes. C'est la loose. Les cartes de couleur, elles valent tous un demi-point, on va dire, sauf les figures qui valent 2, 3, 4 et 5 points. Donc le valet 2, le cavalier 3, la dame 4, le roi 5. Alors c'est pas tout à fait exact en fait, il faut les associer avec une carte de faible valeur C'est pour ça. qu'ils fassent le point. Elles valent 3,5, 2,5, etc. Donc le comptage des points, il est spécifique au tarot. Hein. C'est rien que ça déjà, ça vous prend un apprentissage conséquent. Et donc les deuxièmes types de cartes, ce sont les atouts. Donc les atouts, eux, ils vont de 1 à 21. Il y a une carte excuse, c'est un peu comme un joker. Donc on peut le jouer n'importe quand, sauf que ça permet pas de remporter le pli. C'est un joker qui perd. La valeur aussi des atouts est de 1 demi-point, sauf le 1, le 21 et l'excuse qui valent chacun 5 points. Non, pas l'excuse. Hein. Si l'excuse vaut 5 points aussi. Elle vaut 5 points aussi. Toujours associée à une carte de faible valeur pour faire un compte rond. Comment ça se passe un tour de jeu? Donc il y a un joueur qui a la main. Donc c'est le premier joueur de chaque tour qui va changer. Donc il peut jouer soit une carte de couleur, soit un atout. Dans le cas où il joue une carte de couleur, bah, tous les autres joueurs ont l'obligation de jouer la même couleur qui a été demandée. Exactement. Et quand on parle de couleur, c'est bien trèfle, carreau, pique. C'est pas noir et rouge. Donc on peut mettre la carte qu'on veut, par contre, on n'est pas obligé de monter, de mettre une carte plus forte ou plus faible, on met ce qu'on veut. Du moment que si lui a mis du cœur, bah faut mettre du cœur ensuite. Et si on n'en a pas? Et si on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? Alors deux possibilités, il y a une espèce d'arbre comme ça qui se déploie. Deux possibilités, soit on a des atouts, et là boum on met un atout, et on dit on coupe, soit on n'a plus d'atouts, et dans ce cas-là on met n'importe quelle carte et on dit qu'on se défausse. Une fois que tout le monde a joué sa carte, bah, on regarde qui remporte le pli. Donc il y a deux cas de figure, soit personne n'a joué d'atout, auquel cas c'est le joueur qui a mis la carte la plus forte qui l'emporte, donc ça veut roi, dame, cavalier, valet. Et si quelqu'un a mis un atout, et ben c'est le joueur qui a mis l'atout le plus fort qui l'emporte. Voilà, au cas où il y ait par exemple 2 joueurs ou plus qui n'aient pas la couleur et qui aient joué de l'atout, c'est celui qui a le meilleur atout qui remporte le pli. Ce qui arrive au fur et à mesure des tours en fait, puisqu'à un moment donné, plus personne n'a la couleur, donc ça peut être... fait partie des stratégies, d'essayer de faire tomber les atouts des autres. Voilà comment on gagne un tour ou un pli. Mais comment gagne-t-on la partie, me direz-vous? Comment on gagne une partie? Parce que je pense qu'il y a une distinction à faire entre gagner la partie et gagner une donne, en fait. C'est pas parce qu'on gagne une bataille qu'on a gagné la guerre. Exactement. Alors, avant de jouer, de commencer à mettre des cartes sur la table et gagner la partie, il se passe plein de trucs. Petit 1, prenez des notes. Les enchères. Une fois qu'on a distribué les cartes, bah, chaque joueur étudie un peu son jeu. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et il va faire une annonce, ou pas. L'annonce, c'est un peu... vous allez voir ce que vous allez voir, c'est moi qui pisse le plus loin. Et forcément, celui qui a la plus grosse enchère aura la charge de réaliser le contrat. Donc plus une enchère elle est grosse, plus elle rapporte de points.
Et inversement, si on foire le contrat, plus l'enchère est élevée, plus on perd de points. Des fois, ça peut être intéressant de pousser l'autre à monter dans l'espoir de le battre en défense. Donc les enchères possibles sont la petite, la garde sans, la garde contre et le grand chelem. Le grand chelem, c'est une annonce qui dit je vais ramasser toutes les cartes. Autant vous dire que ça arrive pas tous les jours. Non. C'est une expression qui, moi je l'entends ça dans le langage populaire, grand chelem, Oui. quand on fait tout. Et ça vient du tarot. Ensuite, petit 2 alinéa 3, le contrat. Donc, ce qu'on a évoqué, donc c'est une fois que quelqu'un a fait la plus grosse enchère, il doit réaliser un contrat. Le contrat, en fait, c'est le nombre de points que le joueur doit réaliser. Sauf que, ce serait trop simple, le nombre de points, il est variable. Ah ouais. C'est super bien, le gars qui découvre le tarot. Par défaut, le joueur doit faire 56 points, sauf s'il possède des bouts ou des oudlers. Je sais pas, tu te dis bout ou oudler, toi? Moi, je disais les bouts, mais effectivement, quand on joue des fois sur des applications ou autres, j'ai déjà vu le terme Outler. Ouais, moi c'est plus les bouts, quoi. C'est comme, on va dire, boutatine ou pain au bout. Oui, c'est ça. On va faire choisir. Donc les bouts, c'est le 1 d'atout, le 21 d'atout, et l'excuse, c'est les 3 bouts. En fonction du nombre de bouts dont on dispose, ça va réduire le nombre de points qu'on doit faire dans le contrat. Par rapport à ça, ce qui est intéressant de préciser, c'est que le 21 et l'excuse, on peut pas les perdre. Mais par contre, le 1 d'atout, il y a toujours un peu cet enjeu. Si on se le fait prendre, du coup, on doit faire plus de points pour remplir le contrat, puisque si on l'a pas, ça augmente le contrat. Et en plus, on a perdu 5 points. Donc c'est double peine. Donc par défaut, je dois faire 56, mais si j'ai 2 bouts, je dois plus faire que 41 points. Non seulement j'ai 10 points de plus parce que mes bouts valent 5 points chacun, et je dois faire moins de points. Donc voilà, plus on a de bouts en général, et plus on y va. Pour se lancer, donc il faut des bouts et des rois. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Ouais, sinon on tient pas le bon bout, quoi. Petit 3, alinéa 4, paragraphe 27, le chien. C'est un peu là où se situe le cœur du jeu pour moi. Ouais. On est d'accord. C'est même un peu, on le verra plus tard, mais un peu une forme de deck building finalement. Ah, c'est ça le thème de l'émission en fait. Donc ce que je vous avais pas dit, c'est que au début de la partie, au moment de la distribution, on donne pas toutes les cartes. On distribue les cartes et on en met quelques-unes de côté, que je garde par devers moi. Et ça sera une sorte de cadeau, une offrande fait au joueur qui fera la plus grosse enchère. Et on appelle ça le chien. Ou l'écart. Oui, Nous, le terme disons technique, c'est peut-être plutôt l'écart. le pain à l'écart plutôt que le chien latine. Et voilà, nous on dit le chien. Enfin, toi tu dis le chien. Moi, je disais le chien, ouais. Ouais, c'est bien le chien. Donc avant de démarrer, il va intégrer ces cartes en plus à son jeu. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'effectivement, le chien, c'est le paquet, et faire son écart, l'écart, c'est les cartes qu'on enlève. C'est vraiment le moment où je vais pouvoir affûter ma stratégie pour la partie. Donc la question c'est est-ce que je fais des coupes franches? Donc coupe franche, c'est-à-dire je me débarrasse d'une couleur ou de plusieurs couleurs de façon à pouvoir couper directement, et s'il y a des figures qui passent, boum, je mets des atouts directement. Je fais des cinglettes, c'est-à-dire que je ne garde qu'une seule carte de la couleur pour faire croire aux autres qu'en fait je ne coupe pas. Parce qu'une des grandes stratégies, c'est de lancer une couleur et puis de voir ce qui se passe. Idéalement, en fait, c'est que le joueur avant, dans le tour du jeu, que le joueur avant, celui qui a pris, joue pour lancer une couleur pour voir est-ce qu'il coupe, est-ce qu'il coupe pas. Donc en faisant une cinglette, les gens ils disent ah bah c'est bon, il coupe pas, je vais pouvoir balancer mon roi le tour d'après. Et puis comme il n'y a qu'une carte de la couleur, boum, il coupe. Donc une espèce de jeu un peu de double guessing. Ouais, t'as vraiment des stratégies tordues. Hein. C'est vrai? Ouais. Moi j'adorais faire que des cinglettes. Ah ouais, ça m'étonne pas. En fait, de faire des coupes nulle part. Et les gens savaient pas, ils étaient un peu perdus. Des fois, ça marchait. Donc pareil, il y a deux stratégies sur le chien, en fait, sur l'écart. Est-ce que je le bourre de points pour assurer un peu mes arrières, ou est-ce que je garde les cartes qui valent des points dans mon jeu, parce que c'est des cartes fortes aussi qui permettent d'en récupérer d'autres, quoi. Donc, Et puis comme les gens comptent les cartes, des fois d'en avoir enlevé certaines, ça a faussé un peu le comptage que vont faire les autres. Ça donne une information supplémentaire sur le jeu que les adversaires n'ont pas en fait. Et pareil, il y a une des stratégies possibles, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est est-ce que je pars en chasse du petit? Du coup, en fonction, si je n'ai pas le petit, le 1 d'atout, et que je vais essayer de le récupérer, je vais orienter mon écart suivant cette stratégie, c'est-à-dire en faisant moins de coupes, en gardant des cinglettes ou en gardant un peu toutes les couleurs, je vais couper peut-être moins fréquemment, donc j'aurai plus d'atouts à la fin. Et si j'ai des atouts maîtres, pour aller essayer d'aller chercher les atouts des autres. Un des grands enjeux du tarot, c'est de faire couper les autres et de faire tomber les atouts, en fait. C'est vraiment un jeu qui peut être qualifié de stratégique. Et donc, toutes ces stratégies qu'on dessine en fabriquant son écart, quelque part, on n'est pas très loin de ce qu'on appelle le deck building, en fait. Donc c'est comme du bodybuilding, mais sans les muscles et sans effort physique. C'est ça, on va plutôt façonner, pas son corps, mais son jeu, pour qu'il devienne un peu plus optimal. Voilà, et c'est vrai que dans le tarot, c'est une des plus anciennes, enfin en tout cas la plus ancienne qu'on a trouvée, forme de deck building, dans l'idée où on façonne un petit peu sa main, son stock de cartes, pour optimiser son jeu. Voilà, donc la différence qu'il y a entre le vrai deck building et le tarot,
Au début de la partie, tu disposes de l'intégralité de ton jeu, alors que les jeux de deck building, tu vas plutôt piocher des cartes parmi un stock de cartes. Voilà, tu te fais une réserve et tu as une pioche et une défausse. Là, dans le tarot, effectivement, il n'y a pas tout ça. T'as tout au début. Mais cela dit, sur le concept, c'est quand même extrêmement proche, quoi. Voilà à peu près pour les règles. Hein. Relisez quand même les règles officielles avant de faire une partie. Il manque 2-3 trucs. Hein, Vous connaissez avec quelqu'un qui connaît bien, c'est quand même pas mal pour débuter dans le tarot, hein, parce que partir de zéro, j'étais avec les règles, c'est un peu hard, je pense. Il faut être d'autres joueurs. Tout seul, ça marche. Punaise, je jouais. Ah, tant pis, je raconte ma vie. Mais sur mon bureau, je m'étais fait des petites. J'avais mis John, Paul, Ringo et Georges. Et je jouais avec eux en fait au tarot. Tu jouais les 4 rôles. Mais oui, j'étais en manque de joueurs de tarot, donc je jouais tout seul et je jouais Tu tous les rôles. simulais des parties. Ouais. Bah alors voilà, vous pouvez faire ça aussi pour débuter. Apparemment, c'est une bonne solution. Et j'avais des toutes petites cartes qui faisaient entre 5 cm sur 2, donc c'était parfait pour jouer à plusieurs. Oui, alors que Tout seul. les cartes de tarot traditionnellement sont quand même très grandes. Hein. Ils font 2 mètres par 4, là, à peu près, c'est pas évident, quoi. Ce que j'aime dans le tarot, c'est les sous-intrigues quelque part. Tout au long de la partie, il y a un suspense pour savoir si le contrat va être rempli, ça c'est l'intrigue de base. Et après, les sous-intrigues, c'est la chasse au petit. Est-ce que j'ai le petit, est-ce que je vais pas me le faire prendre, ou au contraire, est-ce que je vais arriver à le chasser et à le piquer sur les autres. Si on joue le petit en dernier, dans le dernier pli et qu'on le remporte, on a une prime de points qui permet de récupérer des points en plus, mais pareil, c'est une stratégie qui s'amène, hein, Ouais. qui est risqué parce que, comme on l'a dit, si on se fait prendre le petit, non seulement on perd les 5 points qu'il vaut, mais en plus, on se retrouve à devoir faire plus de points pour remplir le contrat. C'est ça. Pareil, quand on fait passer les rois au niveau stratégique, est-ce que je lance mes rois directement et puis on y va, on verra bien si le mec il coupe ou si ça passe, ou est-ce que je les garde pour plus tard? À plein de moments, il y a des petits suspens. Ouais, on peut faire ce qu'on appelle des impasses, c'est-à-dire pas jouer la carte maître d'une couleur pour que les autres gardent leur carte qui valent des points et n'osent pas la jouer et défaussent leur petite, et qu'à la fin, il leur reste plus que les cartes qui valent des points et on leur prend avec les cartes fortes. Bref, le tarot, en gros à 3, c'est un jeu de pli assez sympathique mais prévisible, c'est pas très intéressant, en gros celui qui prend il gagne. Ouais, puis ça fait énormément de cartes en plus à C'est 3 ça. à avoir en main. On en reparlera. À 4, on disait c'est un jeu très 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 technique, puisqu'on joue à 1 contre 3, faut bien maîtriser son sujet. Ouais, c'est la formule quand même du vrai tarot, hein. Enfin, j'anticipe un peu sur le débat de tout à l'heure, mais 4, c'est la configuration classique. Et à 5, c'est presque moins un jeu d'ambiance. Quand on démarre, on ne sait pas qui est son partenaire. C'est-à-dire que celui qui fait l'annonce, il annonce aussi un roi, et c'est le joueur qui a le roi qui sera avec moi. Exactement, parce que sinon le tarot à 4 et à 3 se joue à 1 contre tous. Oui. Celui qui y va se retrouve donc à devoir gagner le plus de plis, et les 3 autres mettent leurs plis en commun. Donc tous ceux qui sont appelés en défense, on appelle ça, vont mettre leurs plis en commun, et celui qui a fait la prise va devoir jouer tout seul contre les autres. Donc ça aussi c'est assez novateur pour le tarot du 1 contre tous. On fera peut-être un épisode plus spécifique sur le 1 contre tous, Ouais. mais c'est quand même important de le préciser. Quand on se lance, c'est d'autant plus difficile. Mais par contre, il y a un truc intéressant aussi, dans le 2 contre 3 à 5, c'est que je démarre, je ne sais pas avec qui je suis. Je suis avec quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Ouais, c'est Et- presque un jeu à rôle caché. En fait, on le sait au moment où il joue son roi, et là, on découvre que t'étais avec moi, c'est pour ça, tu jouais pas n'importe comment, ou ça peut arriver des fois qu'il y en a un qui balance des points parce qu'il a pas le choix, et on croit qu'il est avec nous, mais en fait pas du tout, quoi. Exactement. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a 3 jeux, c'est un peu 3 salles, 3 ambiances. Ouais, mais tout à l'heure, on en parlera parce qu'il y a un débat là-dessus. Est-ce que c'est du vrai tarot ou pas? Juste pour terminer, petit extrait de la règle officielle, c'est un petit paragraphe qui parle de l'éthique du jeu. Chaque joueur doit toujours avoir une attitude courtoise vis-à-vis de ses partenaires ou adversaires. Il doit soigneusement éviter toute remarque ou tout agissement qui pourrait énerver ou gêner un autre joueur ou gâcher le plaisir du jeu. Les hésitations injustifiées, les enchères kamikazes, on en reparlera aussi, le maniérisme, les marques d'approbation ou de désapprobation, les commentaires discourtois sont inconvenants à une table de tarot. Autrement dit, il faut être un robot, quoi. J'allais dire, moi, ça s'applique à tous les jeux, mais Non, mais c'est vrai que c'est assez marrant d'avoir vu ça parce que je pense que c'est un jeu quand même très stratégique, et il y a un côté un peu élitiste. Et c'est marrant qu'il y ait dans la règle, c'est rare qu'il y ait une règle du jeu où il parle de l'éthique du jeu, sur comment se comporter quand on joue. bah voilà, en gros, pour les explications du tarot, je vous propose qu'on remonte un petit peu le temps. Allez, c'est parti. Ça vient d'où? Oui, au fait, ça vient d'où? De vos sources. Le tarot, d'où ça vient? C'est un jeu qui est originaire du nord de l'Italie, même si ses origines sont assez mystérieuses et du coup assez fascinantes. Ce qu'on sait, c'est qu'il a émergé en Europe, en tout cas au cours du XVe siècle. Au départ, c'était un jeu de cartes qui s'était appelé le tarocchi. Il n'y avait pas du tout les connotations mystiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc au départ, c'est un jeu de cartes.
Les premières versions étaient déjà illustrées. Donc c'est vrai que c'est le tarot, souvent on le remarque aussi par la décoration des cartes, notamment des atouts. Donc dès le départ, le tarot, c'est un jeu qui était illustré. Et il était aussi dès le départ structuré, qu'il ait ensuite été dérivé en divinatoire ou en tarot à jouer, en 2 familles de cartes. Au départ, ça s'appelait des arcanes. Donc il y avait des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. Les arcanes majeures, c'était 22 cartes qui représentaient des concepts, des archétypes, et c'est vrai qu'on les retrouve au travers les 22 atouts, 21 plus l'excuse, dans la version moderne. Il y avait également 56 autres cartes qui étaient des suites. Là aussi, on retrouve cette notion de suite, du roi jusqu'à l'as, dans le tarot moderne. Au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est à partir de cette époque-là que le tarot a commencé à être associé à la cartomancie, c'est-à-dire la discipline qui vise à interpréter des signes dans les cartes qu'on pioche pour prédire l'avenir ou le destin de quelqu'un. Et donc, à cette époque-là, ont été créés des jeux qui spécifiquement étaient à vocation de cartomancie. Notamment, les tarots de Marseille ont été assez popularisés et très utilisés dans la lecture des cartes. Donc ça, c'est des tarots où finalement, toutes les cartes sont quand même très illustrées, même les cartes... Ah oui, les 2, 3, 4, 5. Voilà, il n'y a pas de cartes avec juste des numéros et des symboles abstraits. Au fil du temps, donc, effectivement, le tarot est devenu de plus en plus associé à cette pratique de divination. Et donc, au XVIIIe siècle, comme je disais, il y a beaucoup d'occultistes qui ont commencé à l'utiliser. Il s'est répandu un petit peu comme ça en France, en Europe. Donc, on peut noter quelques imprimeurs et éditeurs célèbres de ce tarot de Marseille. Donc, vers 1650, il y a eu Jean Noblet. Donc ça, c'est des jeux de tarot parmi les plus anciens qu'on a pu retrouver. C'était un imprimeur marseillais, c'est pour ça qu'on parle des tarots de Marseille. Et ce jeu, il est assez célèbre par la simplicité de ses lignes qui étaient très nettes. Il faut savoir qu'au départ, effectivement, c'était des cartes qui étaient dessinées à la main. Ah oui. Voilà, il y avait encore... ça a pris son essor après avec l'imprimerie, mais au départ, c'était vraiment des cartes fait main, donc plutôt réservées quand même à une élite. Il fallait pouvoir se payer un jeu de tarot. Et il y en a un autre, Pierre Madenier aussi, qui est marseillais également, qui a créé une version assez influente aussi du tarot de Marseille. Et là, c'était plutôt la qualité et la finesse de gravure qui étaient réputées. Et puis, il y a un troisième éditeur marseillais, la maison Dédié, aussi au XVIIIe siècle. Et là, également, c'est une autre version du tarot de Marseille. Donc, dans le tarot de Marseille, les arcanes mineures, elles sont divisées en 4 couleurs. Donc, il y avait déjà l'idée des 4 couleurs. Là, c'était coupe, épée, bâton et denier. Donc, il n'y avait pas du tout trèfle, carreau, pique, cœur. Rien à voir. Voilà. Et il y avait le valet qui s'appelait le page, le cavalier, la reine, le roi, et puis des cartes numérotées de 1 à 10, déjà. On y était presque. Et du coup, ça s'est ensuite un petit peu industrialisé, mais toujours dans cette pratique plus à usage divinatoire, il y a eu une version du tarot qui est dite classique, qui n'est pas le tarot avec lequel vous jouez au tarot. Le tarot classique, c'est celui de Rider-Waite-Smith, qui a été développé par Arthur Edward Waite et illustré par Pamela Coleman-Smith. Ça a été créé en 1909. C'est souvent appelé tarot classique parce que, on va dire, c'est le tarot classique pour la divination. Ensuite, comment on en est arrivé au jeu avec lequel vous jouez maintenant ? C'est ça la question qu'on se pose, parce que 1909, il n'y a toujours pas le jeu tel que vous le connaissez aujourd'hui. Alors, en parallèle de tout ça, il y avait quand même des jeux de tarot à jouer qui existaient. Il y avait plusieurs influences. Il y avait un tarot français, un tarot italien et un tarot espagnol. Et il y avait également des tarots plus germaniques. Et celui qui a finalement pris l'ascendant au bout d'un moment, Cocorico, c'est le tarot français. Le tarot qui s'appelle le tarot nouveau et qui a été publié donc par Grimaud, un éditeur qu'on connaît encore, qui a créé en 1920 un tarot qui ensuite s'est imposé un petit peu comme le tarot à jouer dominant, qui était inspiré d'un modèle de tarot plutôt allemand, mais lui a apporté des enseignes françaises. Donc les enseignes françaises, c'est pique, cœur, carreau, trèfle, alors que les enseignes allemandes étaient épée, coupe, gland et feuille, et les enseignes italiennes étaient coupe, épée, bâton, denier. Voilà, donc finalement, pique, cœur, carreau, trèfle, ça c'est les enseignes françaises des jeux de cartes. Tu me fends le gland. Non, ça ne marche pas. ça ne marche pas. Ce tarot français s'est imposé à partir du début du XXe siècle. Et c'est vraiment cette version-là du tarot qui est encore utilisée aujourd'hui. Ces cartes, donc, elles sont réparties pareil. Il y a 22 atouts, 21 atouts numérotés de 1 à 21 et l'excuse. Et les autres cartes qui sont donc du roi
à l'as. Les cartes utilisent des index en coin, donc ça pareil, ça a été une évolution Des dans index. l'histoire. Ça, c'est le numéro des chiffres en haut. Exactement. Ah, En sinon, fait, c'était au que- départ, ils mettaient les numéros au centre. C'est complètement con. Bah ouais, Alors, c'est comme les jeux de cartes où c'est imprimé que d'un côté, en fait. exactement. Parce que moi, je suis pas gaucher, mais je tiens mes cartes comme un gaucher. Ouais. Et c'est insupportable quand tu fais l'éventail. Et bah du coup, au début, c'était par souci d'économie aussi d'impression. C'était donc imprimé plutôt pas au centre, ils ont déjà décalé. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça en coin. Et puis, Tintin, les illustrations étaient aussi réversibles. C'est-à-dire qu'on peut tenir la carte dans les deux sens. Ah ouais. Ça simplifie aussi le fait de ne pas devoir trop ranger ses cartes dans sa main, surtout qu'elles sont assez grandes, les cartes de tarot. Et les atouts, alors eux, les atouts, c'est un petit peu différent. Ils sont pas réversibles. Enfin, ils sont réversibles, mais c'est pas symétrique, les mêmes dessins. Donc, il faut savoir que sur chaque atout, en fait, il y a une partie de l'atout qui décrit des scènes. Donc, les atouts du tarot, ça décrit toujours des scènes. Il y a une représentation urbaine d'un côté. Et si on la retourne, on a une représentation rurale. Donc à chaque fois, ce truc-là, dans un sens c'est urbain et dans l'autre sens c'est rural sur les atouts. Je serai attentif la prochaine fois. Voilà, donc depuis le XXe siècle, le tarot nouveau, c'est celui qui peut être parfois appelé tarot à la française. Il est surtout joué en Europe, principalement en France, Italie, Espagne. Voilà, les pays un petit peu méditerranéens où il prend ses racines. Il y a une forte tradition de jeu de cartes inspirées du tarot. Donc par exemple, la belote découle un petit peu de ce jeu-là. Dans certains pays de l'Est, il est aussi joué, et sinon, dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, États-Unis et tous les pays anglo-saxons, c'est vraiment la version divinatoire qui est utilisée, et il joue quasiment pas au tarot tel qu'on le joue nous en France. Et à l'inverse, le tarot divinatoire en France est pas forcément populaire autant que dans les pays anglo-saxons. Quand on parle à quelqu'un aujourd'hui du tarot, en France, il va quand même peut-être plutôt penser au jeu de cartes, alors que si on pose la question à quelqu'un aux États-Unis, il va tout de suite penser au côté divinatoire. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ce jeu-là a diffusé un petit peu ses principes dans la pop culture, dans les jeux modernes. Ça va où? Ça va où? Dans quoi on le retrouve? La pop culture, Les jeux modernes, qu'est-ce que ça devient? C'est mon jingle préféré. On a des jolis jingles. T'as bien travaillé, bravo. Et donc, la seule partie vraiment de cartes emblématiques qu'on retrouve dans le cinéma, forcément, c'est celle de Marius, de Marcel Pagnol. Eh oui, tu me fends le gland tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et en tout bien, tout honneur. Et donc, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ce film, donc sorti en 31 de Marcel Pagnol. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Ne te gêne plus. Tu le fais. Non, ne te gêne plus. Ne te gêne plus, mon Tolito, je pendant que tu y es. Rien dit, j'ai pas donné de renseignements, rien dit. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de Paris. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. Et j'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment, je me demande toujours si Fanny se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors. Oh, très bien. Tiens, cœur. Donc voilà, l'extrait de Marius. Visiblement, ils n'ont pas lu les règles éthiques du tarot avant de jouer. Hein. Même si là, ils ne jouent pas au tarot, mais... Il joue à la manille, c'est ça. Mais ça illustre bien pourquoi il y en a qui se sont embêtés à derrière écrire des règles éthiques, quoi. C'est ça. Le 10, ils sont censés jouer à la muette, mais là, c'est pas la muette du tout. Ouais, mais on en connaît tous, hein, des joueurs comme ça qui essayent de passer des messages subtils sur les couleurs. C'est vrai. Ah, est-ce que tu as bien lavé les carreaux ce matin? Voilà. Je mangerais bien un peu de salade. Bref, donc voilà, c'est à peu près les seuls éléments qu'on retrouve dans les films et les romans. C'est toujours ça, c'est toujours vu sous ce prisme, à part dans Marius, sur ce prisme de la divination. Par contre, dans les jeux de société, forcément, là, on en retrouve des traces de partout. Donc il y a deux grands axes. Un qu'on va pas explorer, qui est les jeux de plis, qu'on explorera une autre fois. Oui. Et deuxième axe, en fait, le deck building, où je vous propose qu'on parle quelques minutes du père du deck building, presque, L'inventeur, on pourrait dire L'inventeur. presque, même si finalement le tarot en avait déjà les prémices. Parlons un peu de Donald X Vaccarino.
À part qu'il a un prénom qui peut faire rigoler, c'est surtout un auteur de jeu. Et il a remporté le Spiel des Jahres. Il l'a remporté 2 fois. Et le Spiel des Jahres, en fait, c'est le prix du meilleur jeu de l'année en Allemagne et c'est aussi le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu. C'est un peu l'équivalent de la Champions League quand on gagne le... Oui, puis c'est un prix qui quand même insiste beaucoup sur la mécanique des jeux, en fait, qui valorise beaucoup ça, tout en mettant de côté parfois l'emballage. Ah oui, c'est des jeux. Si vous aimez les jeux marrons avec des cubes en bois dedans, faut viser les Spiel des Jahres. Mais c'est toujours des jeux formidables. Alors ce qui est plutôt rigolo en plus de son prénom, c'est qu'il l'a remporté en 2012 avec un jeu, alors qui est à mon avis ultra classique. Ça s'appelle Kingdom Builder. C'est pas très très innovant, par contre c'est hyper bien foutu, c'est vraiment un excellent jeu. On pose des petits pions sur un plateau avec des hexagones, il n'y a pas de révolution vraiment. Et par contre en 2009, il le remporte avec son jeu qui s'appelle donc Dominion, qui vraiment lui révolutionne et invente le concept du deck building. Et qui a été réédité récemment, hein. Dominion, c'est un jeu qui est encore actuellement à une belle cote. Exactement, ça marche encore. Donc le deck building, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça mange ? Donc avant de parler de deck building, on va encore faire un petit retour en arrière. On va retourner en 1993. En 1993, donc sort le film Jurassic Park, mais ça n'a rien à voir. En 1993, ça sort également un jeu qui s'appelle Magic l'Assemblée. Donc c'est un jeu de Richard Garfield. Richard Garfield a fait King of Tokyo. Magic, en fait, c'est un jeu qu'on appelle les jeux de cartes à collectionner. Ouais, c'était le père des jeux de cartes collectionnés. Et en gros, c'est comme les albums Panini pour les plus vieux, en fait, où on achète des pochettes de cartes ou des boosters. Des boosters, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et on prend des cartes pour fabriquer notre deck à nous, notre stock de cartes. Donc chacun achète ses cartes dans son coin, autant qu'on veut, et chaque joueur ensuite va s'affronter avec ses propres cartes à lui. Et le sel du jeu, en fait, il vient en grande partie de la fabrication de son paquet de cartes avant le match. En fait, avant, on va commencer à peaufiner son paquet pour avoir le paquet le plus fort possible. Donc, il y a 2 ingrédients qui sont nécessaires. Un, il faut avoir de très bonnes cartes. Et 2, un paquet hyper optimisé. On met pas forcément toutes les cartes qu'on a achetées dans son paquet parce que sinon, ça ressemble à rien. Voilà, alors quand même, il y a souvent des garde-fous. Hein. On n'a pas le droit de mettre tout ce qu'on veut. Les cartes ont une certaine valeur pour que ça soit quand même un minimum équilibré. Mais c'est vrai que c'est un peu comme un méga chien. Qu'on ferait avant de commencer la partie et qui prend des fois en elle-même plus de temps que la partie. Tout le plaisir est là. Et comment obtenir les meilleures cartes ? Ça, c'est pas compliqué, il n'y a pas de secret. Faut raquer, quoi. Faut acheter plein de paquets. Et revendre, parce que du coup, on a aussi souvent des cartes en double, en triple, en quadruple, quand on en achète. Mais du coup, ça coûte cher. J'ai dépensé sans compter. C'est tout le Jurassic Park. Ça coûte très cher. Il n'y a jamais rien laissé au hasard avec Julien. Ça coûte très cher. Et forcément, quand on investit dans Magic, il faut faire un choix dans la vie, quoi. C'est ça. Soit Magic, soit acheter une maison. Et donc Donald, qui est sûrement un peu radin, mais il adore passer du temps à optimiser son deck. Et à partir de là, il se dit, mais en fait, est-ce que je pourrais pas créer un jeu où on achète les cartes au début une bonne fois pour toutes, et après on passe son temps, toute sa partie à optimiser son jeu, quoi. Ouais, là son banquier lui a dit bon mais ça c'est nul, les gens vont acheter une fois, ils achèteront plus, mais il a quand même réussi à vendre son idée. C'est vrai. Mais il a attendu quand même un peu entre 93 et 2009. Il a fallu que les gens soient ruinés de Magic pour que du coup se disent bon maintenant je vais peut-être passer à un jeu moins onéreux. Dans Dominion. Alors pour vous expliquer rapidement les règles, dans Dominion, tous les joueurs démarrent avec les mêmes cartes, donc globalement c'est des cartes toutes pourries en fait, il y a quelques piécettes et puis des points de victoire. Et puis à chaque tour de jeu, chaque joueur pioche 5 cartes au hasard dans son paquet. Ce qu'on appelle un paquet, c'est un deck. Ouais, c'était quand même les premiers jeux où on avait une pioche chacun. C'est-à-dire qu'on a sa pioche, c'est pas une pioche commune. Dans la plupart des jeux, finalement, où vous jouez, vous piochez tous dans le même tas. Là, dans Dominion, chacun a un tas de cartes qui sert de pioche et qui se mélangent jamais. C'est ça. L'un et l'autre. On va jamais piocher du côté de son adversaire et lui viendra jamais prendre les nôtres. Et donc, avec ces cartes-là, on va pouvoir faire une action et puis un achat. Et l'achat, il va permettre d'acheter des cartes qui vont donner soit des actions supplémentaires, soit permettre d'acheter des cartes de plus en plus fortes et qui vont valoir de plus en plus cher. Voilà, donc le but, c'est qu'au fur et à mesure, on va dire qu'on enrichit, entre guillemets, son deck, on rajoute des cartes dans notre défausse, et quand on a fini notre pioche, on remélange tout ensemble et on repart avec un paquet qui est mieux. Eh bien oui, parce qu'on a les cartes d'avant, plus les nouvelles cartes achetées. Et c'est reparti pour un tour. Donc l'idée, c'est d'essayer d'acheter des cartes qui vont bien se combiner entre elles, et puis d'espérer de les piocher en même temps.
Je ne sais pas si dans Dominion, il y a un système, comme on trouve dans beaucoup de deck building, ça s'appelle l'épurage du deck. C'est-à-dire on Exactement. enlève aussi des Ouais, cartes. il y a la chapelle en fait. Et moi au début, la chapelle, c'est nul, on écarte des cartes, vraiment on les enlève et on ne les rejouera plus jamais. Donc au début, je me dis, à quoi ça sert? Et puis à force de jouer, tu te dis, ah ouais, la chapelle c'est quand même puissant parce que tu peux écarter jusqu'à 4 cartes d'un coup. Ouais. Donc tu vires toutes les petites cartes pourries du début. Donc tu galères un petit peu les tours d'après, sauf qu'après ton deck il est très très mince, il a peu de cartes, donc les cartes fortes reviennent très souvent. Et c'est vraiment toujours une stratégie en général très payante de nettoyer. Ouais, le principe c'est qu'effectivement, si vous enlevez les mauvaises cartes, comme votre pioche quand elle est vide, vous la remélangez avec ce qui a été défaussé, ça augmente la probabilité que les bonnes cartes sortent. Donc le but ultime, c'est d'acheter des cartes de points de victoire. Alors ça n'a absolument rien à part gagner la partie. Il faut les incorporer à son jeu. Et donc plus la partie avance, plus la pioche de cartes augmente, on a de plus en plus de points dans sa pioche, mais le jeu il devient moins puissant. Donc c'est une espèce de dilemme à trouver, de dire à partir de quand j'ajoute mes cartes. Donc la partie s'arrête quand une partie des points en jeu ont tous été achetés. Ok. Voilà, pour Dominion. Il y a un jeu de base où il y a déjà 25 types d'actions différentes qu'on peut combiner n'importe comment. Alors, il y a des sets de départ qui existent. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait que chaque partie est complètement différente, en fait, comment on combine le début. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a chaque exemplaire, chaque carte est en plusieurs exemplaires. Oui. Et au début de la partie, on va paramétrer la partie en choisissant par exemple 10 types de cartes avec lesquelles on va jouer. Et d'une partie sur l'autre, vous pouvez combiner, par exemple, vous pouvez dire je fais une partie sans chapelle. C'est pas une bonne idée, mais non, ça dépend. Il y a des cartes qui vont donner plein d'argent, on va pouvoir acheter plein de cartes, d'autres qui vont donner plein d'actions, puis des mélanges. Bref, voilà, c'est vraiment combinable à l'envie. Et il y a d'autres, donc il y a plein d'extensions dans tous les sens. Moi, ce que je vous recommande rapidement, il y a un autre jeu de base qui s'appelle l'Intrigue, donc qui rajoute 25 nouvelles cartes. Donc déjà, ça c'est une bonne base pour démarrer. Et après, il y a quelques extensions qui sont plus ou moins intéressantes. Elles sont pas toutes formidables. Si le sujet de Dominion vous intéresse, je vous recommande l'excellente vidéo qui s'appelle Jouer à Dominion parce que c'est mieux que plein de trucs. C'est réalisé par Simon du Passe-Temps, qui est sur la chaîne YouTube l'extension du Passe-Temps. Donc le Passe-Temps, c'est un magasin de jeux à Toulouse, qui fait pas que vendre des jeux, ils font aussi, je trouve, des vidéos assez excellentes sur le jeu de société. Finalement, au départ, c'était fait pour moins dépenser que Magic, et en fait, avec les extensions, finalement, on ne peut pas vous garantir que vous en aurez pour votre argent tant que ça, parce que C'est ça. vous allez racheter les extensions plutôt que des boosters. Vous achetez des petits paquets de cartes de 10 cartes, là, vous achetez des boîtes en fait avec des centaines de cartes dedans. Bref, il y a aussi un site que j'aime beaucoup, moi, qui permet de jouer en ligne, soit contre des vrais gens, soit contre un ordinateur. On peut jouer tout seul, pas besoin de mettre des autocollants sur son bureau pour jouer contre des personnes fictives. En tout cas, c'est gratuit pour jouer avec les cartes du jeu de base. Après, il faut payer un abonnement pour acheter les extensions, mais voilà, ça s'appelle dominion.games et c'est en français, il me semble. En plus, il y a une version française, mais voilà, et ça permet de découvrir le jeu et effectivement de voir si ça vous intéresse avant d'éventuellement l'acheter. Et il y a énormément de jeux donc, qui sont inspirés de ce principe du deck building. Donc, on va pas tous les citer parce que ça va être trop long. Il y a ce qui s'appelle le back building. Donc, au lieu d'avoir une pioche, c'est un sac dans lequel je mets des trucs et je viens piocher. Ouais, vous avez parlé d'Hyperborea dans l'épisode précédent. Si vous voulez aller l'écouter, on parle de cette mécanique de back building à l'occasion. Et donc, dans les jeux vraiment dignes héritiers de Dominion, il y a Star Realms. Moi, l'argument qui m'a convaincu d'acheter Star Realms à l'époque, donc c'est sorti en 2016, c'est vraiment le temps d'installer toutes les cartes Dominion. Vous avez le temps de faire une partie de Star Realms. Ah ouais. Alors c'est un peu faux. Hein, C'était l'argument de vente en tout cas. Ça va beaucoup plus vite que Dominion. C'est Dominion puissance 10 en fait. Là on n'est pas limité. C'est-à-dire qu'on a autant d'actions, autant d'achats qu'on veut, tant qu'on peut on joue. On joue toutes ces cartes. À Dominion des fois on a des cartes en main. On ne pourra pas tous les jouer parce qu'on n'a pas assez d'actions. C'est un combat à mort entre deux joueurs avec des points de vie. Donc je recrute des vaisseaux qui attaquent l'autre. Et puis dès que l'autre a 0, la partie est finie. Donc ça va assez vite, c'est vraiment très très efficace, c'est fluide et rapide. Alors contrairement à Dominion, moi j'aime beaucoup à 2, à 4 c'est un peu mou du genou, Dominion. On retrouve un peu là dans Star Realms le côté Magic avec l'affrontement 1 contre 1 où il faut perdre des points de vie à l'autre. Dominion, lui, on est plus sur une config où il faut être comme dans un jeu de plateau, souvent un peu plus nombreux, 3-4. C'est ça, vous verrez si vous allez regarder la vidéo jouer à Dominion, au début c'était un jeu de plateau en fait, et après il a viré le plateau, il a viré plein de trucs pour garder que les cartes. C'est né un petit peu de ça aussi. C'est quoi tout ce truc-là? Vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Alors, le tarot, pour revenir au sujet de départ, pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas aussi?
Pourquoi finalement c'est un jeu qui à la fois est très ancien, qui a inspiré beaucoup de choses, mais qui est peut-être moins populaire que d'autres jeux de pli comme la belote par exemple, qui est beaucoup plus joué. Et ben on va essayer de le comprendre dans cette partie. Finalement, le tarot, c'est un jeu qui est sélectif, qui s'adresse à un public d'initiés pour plusieurs raisons. Et notamment parce que c'est un jeu qui est assez exigeant d'un point de vue cognitif. Alors sur le plan cognitif, déjà c'est un jeu qui va beaucoup mobiliser notre mémoire à court terme. La mémoire à court terme, et plus précisément la mémoire de travail, c'est une mémoire immédiate, c'est un peu une capacité de stockage temporaire de l'information qui nous permet de manipuler mentalement plusieurs données. Et donc dans le tarot, par exemple, la mémoire à court terme, à quoi elle va nous servir ? Elle va nous servir à compter et garder en mémoire le temps de la partie, le temps de la donne, quelles cartes sont passées, et notamment, on va se focaliser sur les atouts. C'est hyper important au tarot de compter les atouts pour savoir s'il en reste ou s'il n'en reste pas. Parce que s'il en reste, on sait qu'on peut se faire couper certaines cartes maîtres dans les couleurs où les autres ont des coupes. Et à l'inverse, s'il n'y en a plus, on peut se lâcher, quoi. On peut y aller, on peut jouer sans crainte d'être coupé. C'est important de compter les atouts. Et de ne pas perdre le fil. Donc ça va vouloir dire qu'il faut que mentalement, on garde un compte en tête. Et il y a un mécanisme aussi de mise à jour, on appelle ça une mise à jour en mémoire de travail, c'est-à-dire qu'en plus, ce comptage, il faut le mettre à jour régulièrement, à chaque fois que des nouveaux atouts sortent. Il y a également dans le tarot, pour bien le jouer, la nécessité de compter d'autres cartes. Il faut aussi se rappeler, est-ce que les rois de telle ou telle couleur sont passés ? Est-ce que les bouts sont passés ? Donc quand on débute, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut compter les atouts. Les joueurs débutants, déjà, ils vont essayer de se concentrer là-dessus, mais il y en a quand même 21. Ils essaient déjà de tenir leurs cartes parce qu'il y en a beaucoup, elles sont grandes. C'est ça. Mais si on compare par exemple à la belote où il y a 8 atouts, là il y en a 21, plus l'excuse, plus les deux... Enfin, les bouts, c'est des atouts, mais il faut quand même se retenir parmi les atouts qu'il y avait les bouts qui sont passés. Donc c'est assez épuisant en fait comme activité mentale et du coup si on perd le fil là-dessus, on est clairement désavantagé par rapport aux autres joueurs ou alors on se fait engueuler par les partenaires, quoi. Ah oui, ça c'est si l'éthique n'est pas respectée, quoi. C'est Pourquoi t'as joué ça ? Et oui, parce qu'en fait, si vous jouez avec des gens qui ont l'habitude, il y a des études qui montrent très bien que sur la mémoire de travail, cette capacité de mémoire de travail, on est à peu près, tous égaux. Donc jusque-là, on est à peu près tous égaux, même s'il y a quand même des personnes qui ont une capacité plus ou moins développée. Mais surtout, il y a une capacité d'expertise qui se développe si on est confronté souvent à un même jeu ou à une même activité. On va pouvoir développer une expertise sur notre mémoire de travail pour ce jeu-là. Donc ça a été démontré par exemple chez des joueurs d'échecs professionnels ou en tout cas qui jouent à très haut niveau, peuvent quasiment instantanément, si on leur montre un plateau d'échecs avec les pièces placées de manière réaliste, ils peuvent tout de suite retenir instantanément où sont toutes les pièces. Là où un individu lambda va peut-être en retenir 3, 4, voilà. En général, on dit que la limite mémoire de travail, c'est à peu près 5 à 7 éléments. Donc maximum 5-6 pièces, là où le joueur expert, il retient tout d'un coup. Et sur le tarot, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'à force de jouer, il va y avoir un effet d'expertise où en fait, on va arriver à compter de manière presque automatique les atouts, retenir les bouts qui sont passés, qui sont pas passés, voire même se mettre à compter est-ce que les rois sont passés, est-ce que les dames sont passées, est-ce que les cavaliers sont passés, les valets. Alors il y a même des joueurs très très aguerris qui comptent même toutes les cartes. Ouais. C'est-à-dire y compris les 10, 9, 8, 7 jusqu'à l'as. Ça s'il reste une couleur ou pas, quoi. Voilà, c'est ça, s'il reste une couleur, etc. Ça crée un déséquilibre en fait entre quelqu'un qui commencerait, qui n'a pas cet effet d'expertise et quelqu'un qui est déjà aguerri. Finalement, c'est pas facile de rentrer dans le jeu, quoi. Il y a également un aspect de mémoire à long terme qui est mobilisé dans le tarot. Donc ça, c'est plus se souvenir des choses plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années. Dans le tarot, il y a beaucoup de conventions. Julien t'en parlait un petit peu tout à l'heure sur la chasse aux petits, etc. Et en fait, le tarot, c'est quand même un jeu, comme on l'a dit, assez tactique, assez stratégique. Et il y a des conventions, c'est-à-dire des habitudes, qui sont des règles implicites. Ça ne va pas être marqué dans la règle du tarot. Mais par exemple, il y a implicitement des manières d'ouvrir. C'est-à-dire quand vous jouez une carte en premier... Il y a une signification, quoi. Voilà, il y a une manière de le faire. Si vous êtes juste avant celui qui y va et que vous êtes en défense, on essaye d'ouvrir des nouvelles couleurs, par exemple, pour voir s'il a une coupe. À l'inverse... si vous êtes juste après lui, vous n'ouvrez pas une nouvelle couleur pour le laisser jouer en dernier. Donc voilà, il y a tout un cas de convention. Quand c'est qu'on commence à tout aussi. Ouais. Il y a aussi quand c'est qu'on fait la chasse aux petits. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses où il faut l'apprendre. Ouais. Et si on ne connaît pas, on se fait engueuler.
On se tapait même, châtié quoi. Donc ça peut être un peu repoussant aussi quand on connaît pas tous ces termes. Et puis pour ceux qui jouent bien, ça peut être difficile à supporter de commencer avec des débutants qui eux connaissent pas ces conventions, etc. Donc ça crée un peu un côté cercle fermé du coup du fait de l'exigence de ce jeu. D'autant plus que c'est quand même un jeu, comme on disait, où on se retrouve à 1 contre tous. Donc quand on y va, Faut être sûr de soi. voilà, pour arriver à gagner, on joue en plusieurs parties. Il faut arriver à repérer les moments où vous pouvez vous lancer parce que vous avez le jeu. Parce que le jeu, c'est un peu le hasard, hein, il tourne. Ouais. Faut l'estimer, faut être en capacité de l'estimer déjà au départ. Voilà, donc pour gagner à la fin la partie, c'est celui qui va le mieux optimiser son jeu. Donc il faut être capable de y aller quand on a le jeu, de pas y aller quand on l'a pas. Et donc pour estimer ça, ça demande aussi beaucoup de mobilisation de la mémoire à long terme. Il faut avoir une mémoire de toutes les parties qu'on a vécues. Et en fonction de ça, notre cerveau va affiner sa capacité à estimer est-ce que dans cette configuration-là, j'ai des chances de réussite ou pas. Il fait des statistiques en permanence. Exactement. Et ces statistiques, en fait, elles sont très basées sur notre expérience, notre mémoire à long terme. Et donc, plus on cumule des parties, plus on va affiner cette capacité d'estimation. Alors qu'un débutant, au début, il va essayer de se dire je vais tenter ou pas. Puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Mais du coup, ça crée vraiment un écart entre des joueurs aguerris et des joueurs qui ne le sont pas. Là où d'autres jeux peuvent, eux, beaucoup plus niveler les choses et être beaucoup plus accessibles à des mélanges entre joueurs. Voilà, donc au niveau psychologique, c'est quand même un jeu qui, je pense, a toujours un noyau de joueurs passionnés parce qu'il y a une grande profondeur. C'est aussi un jeu où on peut vraiment sentir sa progression. Je pense qu'il y a un côté satisfaisant à devenir bon au tarot parce qu'on ressent une fluidité dans notre manière de percevoir le jeu. On se sent progresser, on sent que du coup, on est vraiment meilleur que quelqu'un qui ne connaît pas. Sur le plan social, ça permet aussi d'intégrer un peu un groupe de pairs, quoi, une forme d'élite. Les joueurs de tarot, presque, je fais pas des signes comme en moto, mais je veux dire, il y a ce côté, tiens, tu joues au tarot, tout ça, ça donne envie de jouer ensemble quand on connaît quelqu'un qui joue aussi bien au tarot. C'est vrai qu'au lycée, il y avait 2 groupes. Il y avait ceux qui jouaient au Magic, qui avaient les cheveux longs et qui jouaient par terre dans le couloir, et puis il y avait les joueurs de tarot qui jouaient sur une table. Mais ça se mélangeait pas, quoi. Ouais, c'est 2 univers où pareil, on retrouve ce même effet dans Magic c'est un monde, faut rentrer dedans et des effets d'expertise, etc. Il y a le côté pari, tu l'avais un petit peu dit tout à l'heure, ça c'est aussi assez grisant, il y a quand même pas mal d'adrénaline dans le tarot lié au système d'enchères, ça permet pas mal de retournements de situation, parce que des fois on peut être loin derrière, puis si on fait une garde 100, etc., là on va pouvoir d'un seul coup rattraper son retard de manière assez fulgurante, puisque du coup c'est un système de points, on appelle ça en économie fermée, le tarot, on part tous à 0 et on peut marquer en positif et en négatif. Oui, donc ceux qui ont négatif, ils compensent tous ceux qui ont positif, quoi. C'est ça. Si j'ai plus 10, il y a quelqu'un qui aura moins 10. C'est ça, et du coup ça c'est un côté aussi, récemment sur Ark Nova ils ont modifié le comptage de points pour qu'on finisse pas en négatif, le tarot pouvait finir des parties à moins 400, quoi. Et puis il y a toutes ces petites choses comme amener le petit au bout, etc., qui font que un peu c'est comme s'il y avait des sous-objectifs dedans. Donc ça marche bien parce qu'il y a un côté, même si on a un bon jeu, il suffit pas de déballer ses cartes, quoi. Il y a toujours des petits moves à faire, des petites choses, là où des fois je trouve que dans d'autres jeux comme la belote ou la coinche plus simple, des fois on a le jeu, on balance les cartes et puis on sait qu'on a gagné juste parce qu'on avait le jeu. Le tarot, même si vous avez le jeu, il y a quand même un côté où ça se fait pas tout seul, quoi, de gagner la partie. Ça peut mal se passer. Donc il y a un fort sentiment de maîtrise. Quand on gagne, on sait que c'est parce qu'on a bien joué, quoi. Et puis la rejouabilité, elle est quasi infinie parce que finalement, il y a tellement de combinaisons de parties possibles. En plus, on rajoute le chien qui permet de venir modifier un petit peu cette redondance-là. Plus les joueurs qui sont à table, en fait, à la table, qui jouent pas tous de la même façon et qui amènent une dimension supplémentaire en fonction de contre qui on joue, quoi. Exactement, donc voilà, c'est vraiment pour le coup un jeu très profond mais très exigeant et du coup ça explique son succès à la fois dans la durée, il a jamais disparu finalement depuis 300 ou 400 ans, mais en même temps c'est pas non plus un jeu qui serait dit extrêmement populaire, quoi. Il y a plein de gens qui vont dire on fait un tarot, ils vont dire non, quoi. On arrive aussi à la question. La question. À combien on joue au tarot ? Alors techniquement ça peut se jouer de 3 à 5, je pense quand même que historiquement, c'est le tarot à 4 qui a été développé. Les variantes à 3 et à 5, c'est plus si on est trop ou si on n'est pas assez. C'est comme ça que je le vois. Après, moi, je suis un peu partagé. C'est vrai que le tarot à 4, il a tous les défauts que je viens de dire. Il est très exigeant. Ouais. Le défaut du tarot à 4, il faut trouver 4 joueurs qui sont experts du tarot, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, si vous jouez contre des gens qui ne sont pas experts, personne prend. Donc, on passe son temps à distribuer le jeu.
Il est moins fun qu'à 5 de prime abord. C'est ça, j'étais assez d'accord avec toi quand tu disais le 5, c'est presque la version jeu d'ambiance, Ouais. parce que ça rajoute cette petite dose de deviner qui est avec qui. Par contre, à l'inverse, si vous avez des joueurs experts, souvent ils vont détester le tarot à 5. Ouais. Parce qu'il y a un côté un peu aléatoire, chance, qui vient niveler. Et du coup, les experts, ils n'aiment pas trop ça. Ils préfèrent mettre à profit toute l'expérience qu'ils ont dans le jeu pour faire des parties à 4 où ils vont vraiment être maîtres de leur réussite ou de leurs échecs. À 5, c'est vrai qu'en fait, si vous appelez quelqu'un qui a le roi de cœur et qu'il a que le roi de cœur et aucun atout, vous pouvez perdre la partie là-dessus. Alors Voilà. que si vous appelez quelqu'un qui a le roi et plein d'atouts, vous pouvez gagner alors que vous n'avez pas un très bon jeu. Et puis si vous appelez quelqu'un qui a un roi, déjà vous avez un roi, quoi. Donc sur un 56 points à faire, il y a 10% du boulot qui est fait, quoi. Sachant qu'il y a aussi le côté drôle, c'est des fois on appelle le roi puis il est dans le chien. Oui. Donc on se retrouve tout seul sans l'avoir vraiment décidé. Donc C'est ça, et là, voilà, c'est parti pour une traversée du désert en général. c'est Ça peut ça. être assez drôle, quoi. Et le tarot à 3, là vraiment pour le coup, il y a beaucoup de cartes, faut énormément compter, c'est beaucoup de défausses. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est si vous connaissez pas le tarot, commencez à 5. Vraiment. Et si vous avez vraiment envie après de progresser, de rentrer dans la côté tactique du tarot, que vous aimez bien les jeux, où il n'y a pas trop de hasard si ce n'est là, la distribution des cartes, le tarot à 4, c'est vraiment pour les puristes la version noble quoi, du tarot. Parfait. On enchaîne avec les souvenirs. « 23-0 ! C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas, tu n'es pas une madeleine. Allez, moi je vous donne un souvenir de tarot, parce que j'en ai fait tellement au lycée. Alors ce qui était drôle, on était un groupe de 5 copains en fait, et on jouait au tarot tous les jours entre midi et 2, et on comptait le score sur l'année, quoi. C'est-à-dire que notre feuille de score, on la gardait peut-être pas sur l'année, mais au moins sur 6 mois, quoi. Ce qui fait que les scores évoluaient ou pas, enfin voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin, on n'en a pas parlé, C'est mais ça. les tarots en général, ça se joue plutôt en un nombre de donnes. Les concours, là, c'est souvent ça. C'est-à-dire que vous allez jouer un certain nombre de parties, de donnes, et même dans les concours, on change de table à chaque partie. Ah oui, on change les adversaires. Ouais, on joue pas les mêmes adversaires. Donc, nous, on joue toujours ensemble, donc en fait, on avait notre feuille de score et on notait les scores à la fin, donc ce qui fait qu'on avait des scores plus ou moins élevés. Et donc, il y avait Patrick, qu'on avait surnommé Abyss, parce qu'il y avait un score négatif, il compensait à peu près les scores de tout le monde. Donc, il était... il jouait... Bref, il faisait beaucoup des enchères kamikazes. Il écoute peut-être, hein, fais gaffe à ce que C'est tu dis. ça. C'était spécialiste des enchères kamikazes où il partait avec, il avait un bout, une dame et allez c'est parti, j'y vais quoi. Donc on priait en fait pour pas qu'il soit avec nous quand il appelait un roi. Vous jouiez à 5. On jouait toujours à 5, ouais. On priait pour qu'il nous appelle pas et qu'on soit pas avec lui parce qu'on savait que ça allait mal se passer quoi. Et un jour, donc je ne jouais pas. Je sais pas pourquoi je ne jouais pas cette partie-là, mais un jour, donc il part voilà avec pas grand-chose et il appelle le roi qui est dans le chien évidemment le roi. Ah bah voilà. Donc il se retrouve tout seul. Et moi j'ai une vision, alors c'est un peu de la triche, hein, mais en gros j'ai une vision de tous les jeux de cartes de tout le monde. Et du coup, je commence à conseiller, à dire toi, tu devrais jouer ça, toi, tu devrais jouer ça, et machin. Donc, je pilote un peu le jeu. Toi, t'étais là, tu étais autour sans J'étais jouer. autour de la table sans jouer. Ok. Donc, je commence à dire toi, joue ça plutôt. Toi, joue ça. Et en fait, l'objectif qui a été réussi, c'est de lui faire un grand chelem contre. C'est-à-dire qu'il a pris et il a fait 0 pli. Quoi. Ah oui, et après, tu t'étonnes de te faire éliminer à chaque partie du loup-garou dès le premier tour. C'est vrai. Même au tarot, t'arrives à foutre la merde. Bref, c'est vraiment l'anecdote qu'on ressortait à chaque fois de dire, voilà, Patrick, il a fait un gros chelem contre, la seule personne au monde qui a pris, qui n'a pas fait de pli. Quoi. Donc, il a gagné, et ouais, 0 pli, quoi. 0 pli. Il Il y avait est son allé. chien, ouais, il y est allé. Et après, les jeux étaient vraiment bien disposés pour que chacun avait une coupe, chacun un machin pour que ça se passe bien. Et on peut pas demander une amnistie présidentielle dans ces cas-là pour le remettre à 0, ce pauvre Patrick, parce qu'il en est où aujourd'hui là. Alors, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai. De temps en temps, on ramenait, je crois, tous les 6 mois. Des fois, quand on perdait la feuille, on devait Ok. partir à 0. Mais bref, donc ouais, son surnom c'était Abyss parce qu'il était au fond du trou. Super, on parlait donc de l'influence du tarot sur les mécaniques et notamment le deck building. Et moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup et que je joue plus depuis pas mal de temps, mais j'en ai vraiment un souvenir très très fort. C'est StarCraft, le jeu de plateau. Alors StarCraft, c'est surtout connu pour le jeu vidéo, mais ils avaient sorti en 2007 un jeu de plateau, StarCraft, le jeu de plateau. Ah oui, c'est clair comme ça. Ah bah ouais. C'était donc à la création Christian T. Petersen. Donc c'est un auteur qui ensuite a adapté aussi le Trône de Fer en jeu de plateau.
Korei Konietzka, alors Battlestar Galactica, là, comme jeu de plateau, pas la série, mais adapté de jeu de plateau. Donc quand même deux jeux qui derrière ont eu un beau succès. Et donc ils ont fait ce premier jeu ensemble. Et puis alors en illustration, alors là il y en avait tout un ensemble. Il y avait Andrew Navarro, Brian Schomburg, Jean-Pierre Target, Kevin Childress et Scott Nicelli. Et l'éditeur c'était Fantasy Flash Game. Ils ont sorti des jeux, d'ailleurs c'est eux qui ont ensuite fait Le Trône de Fer et Battlestar Galactica. Et donc dans ce jeu, ça reprenait donc l'univers du jeu vidéo, du premier jeu vidéo. Et en fait, moi, j'avais à l'époque un appart étudiant à Grenoble et c'est un jeu qui prenait quand même de la place. Ah oui, voilà. Donc, vos apparts étudiants seront bien connus pour être très grands. Alors, il était assez grand, mais on n'avait pas de table assez grande pour jouer parce qu'en fait, on construit le plateau. C'est un plateau modulaire. Au début, il y a une phase de draft des planètes et chacun son tour, on place les planètes et du coup, ça peut faire un truc un peu tortueux et on ne sait pas en plus où ça va, quoi. Un peu comme Carcassonne, des fois, on part dans un sens ou dans un autre, les posements de tuiles. Il n'y a pas de bord délimité par avance. Donc finalement, on a fait pas mal de parties où on jouait soit sur une table basse un peu plus grande, soit par terre carrément. J'ai vraiment ce souvenir d'avoir fait dans la chambre étudiante des parties de StarCraft par terre et vraiment de très 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 bons souvenirs avec ce jeu qui finalement, je m'en suis rendu compte en y repensant, a du deck building en fait. Ah oui, en 2007. Alors. Voilà, donc avant Dominion, 2 ans avant, dans StarCraft, il y a donc un système de conquête, de gestion de ressources, donc on place nos unités sur le plateau, on essaie d'occuper les planètes, etc. Et il y a parfois des combats. Et quand on a un combat, on va utiliser des cartes. Et en fait, on a une pioche de cartes, donc un deck de départ, et on peut acheter des technologies qui sont des cartes qu'on va ajouter à notre deck. Chaque tour, vous allez avoir un certain nombre de cartes qu'on pioche du deck pour la bataille. Et donc, il y a vraiment, pour le coup, là, c'est assez du deck building, alors pas pur, parce qu'il n'y a pas que ça, mais finalement, cette mécanique-là, elle est hyper intéressante. Alors après, c'est un jeu qui est difficile à ressortir pour plusieurs raisons, parce que on peut éliminer un joueur rapidement. Ah oui, c'est un jeu de conquête. Sur des jeux longs, ça c'est dommage. Voilà, après dans le Trône de Fer, ils avaient fait un truc, un système où en fait on peut pas conquérir la dernière case de quelqu'un, on peut pas l'éliminer définitivement, ça a un peu éludé ce problème, mais pour StarCraft, il y avait pas ça, donc ça peut durer quand même bien 2 heures, 2 heures et demie, et on peut se faire éliminer au bout d'un quart d'heure si vraiment on se prend un gros attaque dès le début qu'on n'avait pas prévu. Donc ça c'est le côté un peu raide, et puis c'est asymétrique, il y a 3 factions. Donc chaque faction a un deck de bataille différent, des cartes technologiques différentes. À sortir avec des joueurs qui connaissent pas du tout le jeu vidéo, c'est pas évident. Et même s'ils le connaissent, il y a quand même une prise en main qui est pas si facile. Mais par contre, c'est un jeu qui est génial, quoi. Il y a vraiment un système de ressources hyper bien pensé. Il y a de planification d'actions cachées aussi qu'ils ont repris dans le Trône de Fer. Et où on peut, sur chaque planète, en fait, on va placer les actions qu'on a envie de faire dessus. Et ensuite, on les empile. On peut pas jouer l'action qui est dessous tant que celle du dessus n'a pas été jouée. Donc, on peut bloquer les actions de l'autre comme ça. Enfin, il est vraiment bien, ce jeu. Et alors, donc, j'ai le souvenir qu'il était un peu élitiste aussi, comme le tarot. Enfin, en gros, il y a ceux qui savent jouer, ceux qui savent pas. Avec le même Patrick, on faisait des jeux en réseau du StarCraft. Ouais. Et alors, pas lui, mais un autre copain maîtrisait bien StarCraft. Et en gros, moi, j'étais content. Je faisais des petites armées. C'était chouette. Et puis, il arrivait, il me défonçait tout en 3 secondes. Et il faisait toujours le truc qui me défonçait mes factions à moi, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est un jeu pareil qui a un gros delta entre si on le maîtrise, si on le joue beaucoup et si on le joue pas. Et c'est vrai pour le jeu vidéo, comme tu dis. Et pour le jeu de plateau, on retrouvait ça aussi. Je pense que quelqu'un qui connaissait très bien le jeu de plateau avait un clair avantage. Donc je l'ai toujours, mais c'est vrai que je l'ai pas ressorti depuis un moment, mais c'est vraiment un jeu qui me laisse un très très bon souvenir et qui a encore une belle cote sur le marché de l'occasion. Il se revend encore et assez cher. Excellente transition pour parler un peu du marché de l'occasion. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ça alors? Si ça vous ennuie pas, je vous en demanderai $20. Et moi je t'offre la vie, ça te va? Vous faites une affaire. Pour cette partie occasion, on a un jeu qui est un jeu de deck building qui s'appelle Harry Potter Bataille à Poudlard, sorti en français en 2019. Création Camille Mandel, Andrew Wolf, Forrest Pruzan
Aux illustrations, Joevan Vettering. Et l'éditeur, c'est USAopoly. Voilà, ils n'ont pas fait Punaise. beaucoup d'autres jeux. Ok. Surtout des jeux à licence, j'ai l'impression. Mm. Peut-être que tu peux nous en parler un peu de ce jeu. Tu le connais, toi ou... Moi, je connais alors la version, je sais pas si c'est le même, il y en a un qui est très gros, il y en a un qui est en duel. Oui. De Harry Potter. Alors, j'ai l'impression que les jeux Harry Potter, globalement, sont plutôt bons. Ceux qui sont sortis, depuis 2023-2024. Et celui-ci est plutôt bien. C'est un jeu de deck building où chacun fabrique son deck en récupérant des sorts, en récupérant des alliés de différentes écoles. Ça marche plutôt bien, tout qu'on est bien dans l'univers. Ça, c'est chouette. Côté deck building, moi, j'aime bien y jouer, mais il est un peu mou. C'est un deck building mou, surtout par rapport à Starine où ça va à fond la caisse. Là, c'est plus mou, quoi. Voilà, du coup, tu parles effectivement de la version 2 joueurs en Oui. affrontement. C'est ça. Et qui est un peu la même que la tienne. Voilà, qui est du coup un dérivé du jeu dont je parle, Harry Potter Bataille à Poudlard. Donc Harry Potter Bataille à Poudlard, c'est un jeu de deck building coopératif. On joue ensemble Ah, mais ça, c'est pas drôle de jouer ensemble. contre les méchants. Ah bon, ça va. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer de 2 à 4. Alors la meilleure config, je pense, c'est 2, parce qu'à 4, c'est juste on attend plus pour jouer son tour, mais... il y a quand même un côté un peu des fois alpha, on peut dire quoi jouer aux autres. Ouais. Il y a le même mécanique que dans tous les jeux de deck building, on va piocher des cartes, on peut en acheter des nouvelles, etc. Ce qui est sympa, c'est que c'est un peu sous forme de mini-campagne, c'est-à-dire qu'on fait les 7 années d'Harry Potter, Ah oui. et au début, donc on affronte des méchants assez faibles, mais on a des cartes assez faibles, et au fur et à mesure, en fait, à chaque partie, on ouvre des nouveaux paquets qui viennent rajouter des méchants, Ah oui. nos personnages sont plus grands, et puis du coup, il y a des nouvelles cartes qu'on peut acheter, etc. Alors on repart à zéro avec un deck de base à chaque fois, Mhm. mais par contre, on peut avoir des nouvelles cartes à acheter à chaque partie. Il y a un côté legacy, mais sans déchirer les cartes, quoi. Enfin, Voilà, un petit où- peu. Où le jeu s'enrichit au fur et à mesure. Exactement. C'est Et à parti. la fin, si on a déjà bien joué, on peut refaire avec que la saison 7. Enfin voilà, du coup, là, le but, c'est de battre Voldemort, détruire les Horcruxes. Ok. Mais on peut aussi commencer de manière très progressive. Et c'est un jeu qui, en fait, se revend vraiment pas cher d'occasion. C'est un jeu en fait qui parle d'Harry Potter, donc on a un sentiment que c'est très tout public, mais enfin quand même dans les mécanismes c'est un peu chaud. Donc si tu reçois ça pour Noël et que tu passes du 1000 bornes à ça, Je pense que c'est un peu le défaut, c'est qu'effectivement, il joue sur une licence avec peut-être des gens qui l'ont acheté sans être du tout joueurs à la base. Et il est un peu exigeant, d'autant plus que, comme il y a ce côté un peu campagne, effectivement, une fois qu'on a fait les 7 saisons, etc., qu'on a réussi à battre le dernier niveau de difficulté Voldemort, est-ce qu'on le rejoue beaucoup comme ça? Peut-être pas tant. Ceci dit, moi, je l'ai fait entièrement et j'ai plaisir à le ressortir de temps en temps. Et c'est un jeu qui est pas donné neuf, hein. Il se vend encore neuf, je crois qu'il est autour de 60-70 euros. D'occasion, vous le trouvez presque à moins de 20 euros, quoi. C'est vraiment pour le rapport qualité-prix, là, vous pouvez avoir d'occasion pour un jeu de deck building assez bien fichu, en coopération, jouable de 2 à 4 sur un univers hyper intéressant. Ouais. Si vous aimez un peu Harry Potter et même si vous aimez pas, franchement, il y a un très très bon rapport qualité-prix sur ce jeu. le jeu est bon et en plus on retrouve vraiment l'ambiance Harry Potter. Complètement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce concept, cette chose? Tu expliques? Donc on continue avec un accessoire du jeu de société, du monde du jeu de société. Aujourd'hui, comment on mélange ces cartes? Ouais, on voulait parler du mélangeur de cartes, pour ou contre, parce que finalement ça existe, mais on n'en voit pas beaucoup utiliser ça. Donc le mélangeur de cartes, pour savoir, c'est un appareil qui mélange vos cartes. Ah oui. Voilà, vous la mélangez bien. Voilà, faut faire ça avec Maïté aussi. Voilà, elle mélange elle mélangeait les cartes, mais C'est issu de la recette de la tarte au boudin, si jamais ça vous intéresse. Alors peut-être juste avant de parler du mélange des cartes, moi il y a un truc qui me fascine dans le mélange des cartes. Si vous avez un jeu de 52 cartes, et que vous faites un vrai mélange, quand même, un mélange un peu poussé, il y a de fortes chances que l'ordre des cartes après le mélange ne soit jamais apparu dans toute l'histoire de l'humanité. ah ouais. C'est un peu balèze quand même. En fait, d'après les mathématiques, un jeu de 52 cartes peut se mélanger jusqu'à 8,06 fois 10 puissance 67 manières différentes. C'est-à-dire que c'est un nombre qui a 68 chiffres. D'accord, donc c'est pour ça que finalement la rejouabilité sur des jeux C'est vrai. de tarot avec plus de 70 cartes, elle doit être encore plus importante. Et j'ai trouvé une vidéo sur internet qui essaie d'expliquer en fait ce que ça représentait un nombre de 68 chiffres. Par exemple, vous vous placez à l'équateur. Ensuite, vous lancez un chronomètre. Au bout d'1 milliard d'années, vous faites un pas en avant. Ouais, Ok. on fait un pas. Ensuite, attends un nouveau milliard d'années, tu fais un nouveau pas en avant, et tu refais un pas en avant tous les milliards d'années. Au bout d'un moment, tu vas avoir fait le tour de la Terre. Donc à ce moment-là, quand tu as fait le tour de la Terre, tu prends une goutte de l'océan Pacifique, que tu mets dans un gobelet, par exemple, tu la mets de côté, et tu continues tous les milliards d'années à faire un pas autour de l'équateur. À chaque fois que tu refais le tour de la Terre, tu prends une goutte de l'océan Pacifique que tu mets dans un gobelet,
Ok, mais moi je voulais juste mélanger des cartes. Tu le mets dans un gobelet et tu refais tout ça. Une fois que tu as vidé l'océan Pacifique, bah là, tu mets une feuille de papier devant toi et tu reverses ton gobelet géant dans l'océan Pacifique. D'accord. Ensuite, tu continues à faire des tours. Et à chaque fois que tu fais un tour, bah, tu continues à vider l'océan Pacifique. Et à chaque fois que tu le vides, tu mets une feuille de papier devant toi. Ça va D'accord. jusque-là? Ouais. Une fois que ta pile de papier a atteint le soleil, Oui, bah oui. Ça Voilà, serait donc t'as assez fait bien. ta- Sans brûler. sans brûler, et ben là, tu as fait à peu près un tiers du chemin, quoi. D'accord. Ah, mais, donc la mise en abîme là pour mélanger un paquet de cartes, je vais voir autrement la manière de mélanger les cartes C'est maintenant. ça. Donc voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur YouTube, c'est sur une chaîne qui s'appelait Math Magic, et je trouvais que c'était intéressant comme façon de voir un chiffre à 68 nombres, un nombre à 68 chiffres. Remettez les morceaux dans l'ordre. Et donc pour arriver à ce résultat-là, bah, soit on mélange à la main. Et donc mélanger à la main, il y a pas mal de techniques, mais certaines qui demandent plus de dextérité que d'autres. Le mélange en rifle, donc ça c'est ce qu'ils font dans les casinos, là où on prend les cartes, on fait presque un peu un arc de cercle et on les mélange ensemble. Apparemment c'est efficace, mais clairement moi à chaque fois que j'essaye, je plie les cartes et j'en fous de partout. Le mélange à la main classique, on dit des fois à la française, voilà, où on prend un bout de paquet dans une main et un bout dans l'autre, et puis on les laisse tomber, on les reprend, on les laisse tomber les unes sur les autres. Il y a le mélange par les coins, en faro aussi. Ouais. Alors apparemment ça c'est très prisé des magiciens, ils arrivent facilement à truquer l'ordre des cartes comme ça. Le mélange à la belge, vous faites pareil, mais les paquets se touchent pas. C'est ça, et vous remettez les cartes l'une sur l'autre. Exactement. Mais sinon, il y a effectivement des appareils qui mélangent vos cartes, qui sont alors assez efficaces en termes de mélangeage. Il y en a deux types. Il y a des mélangeurs à main, donc c'est une manivelle. Vous tournez la manivelle et ça mélange les cartes. Ceux-là ont l'avantage souvent de moins abîmer les cartes, parce que c'est des patines lisses, pas de piles, c'est plus écolo et ça demande un peu de tourner la manivelle, mais ça abîme moins les cartes. Et puis il y en a des électroniques qui sont plus rapides, plus efficaces. Il y en a même qui peuvent mélanger deux paquets d'un coup. Le gros problème en fait dans le jeu de société avec ça, c'est que c'est des appareils qui tôt ou tard finissent quand même par abîmer les cartes. Sans compter que si vous avez slivé, donc si vous avez mis des petites pochettes plastique sur vos cartes, ça marche plus. Ah bah là oui. Et que dans les jeux de société, on n'est quand même pas sur une uniformité de taille de cartes. Ah bah non. Et donc il faudrait presque alors, il y a des appareils qui sont un peu adaptables, mais globalement en fait si vous avez un appareil, il fera jamais pour tous vos jeux. C'est ce qui fait qu'en fait moi j'ai rarement vu des joueurs, je sais pas toi Julien, qui utilisent des mélangeurs de cartes. Non. Ça existe technologiquement, mais en fait, c'est pas du tout actuellement arrivé sur le marché du jeu de société. Il y a peut-être un truc ou pas. Moi, j'adore mélanger. Hein. C'est ma passion de mélanger des cartes. Ça te rendrait triste donc, si ça arrivait, donc tant mieux. Mais c'est plutôt utilisé finalement, soit pour des jeux de poker, beaucoup. Ouais, c'est pour des gens qui jouent avec des jeux consommables où on jette le jeu une fois qu'il est usé. Et on... C'est vrai que ce qu'on se rend compte, c'est que dans le jeu de société, les cartes sont souvent quand même assez bien illustrées maintenant. On n'a pas trop envie de les abîmer, voire même on les protège avec des pochettes. Il y en a qui valent très cher. Si vous jouez à Magic, le mélangeur de cartes, à mon avis, vous oubliez vu la valeur de certaines cartes. Mais à l'inverse, quand on joue au tarot, à la belote, etc., c'est un peu comme un consommable, quoi, le jeu de cartes. C'est-à-dire au moment où il est usé, puis on le change, quoi. Donc le mélangeur s'y prête bien, parce qu'il va user le jeu un peu plus vite, mais c'est pas grave, voilà. Fuck la planète. Et par contre, c'est vrai qu'on mélange quand même souvent, donc on gagne du temps. Sinon, il y a une technique toute artisanale que vous connaissez peut-être, qui est la technique, moi j'appelle des tas multiples. Je sais pas si c'est Les tas multiples, c'est un peuple au fin fond de l'Amazonie, ça, des tas multiples? Eh ben alors peut-être que c'est ça. Et en plus de ça, c'est aussi une manière que moi j'utilise pour mélanger les cartes. Ah, les tas multiples. Voilà, on prend les cartes, toutes les cartes que vous voulez mélanger dans une main, et vous faites des tas multiples. Donc vous posez devant vous les cartes en 6, 8 tas. Okay. Et après, vous mettez chacune des cartes au hasard sur un des 8 tas. Il faut essayer de pas tout le temps faire de manière circulaire le même ordre. Vous variez l'ordre, faites un peu plus ou moins au hasard. Et ensuite, vous remettez les tas les uns sur les autres, pareil, un peu dans ordre aléatoire. Et en général, vous faites ça une fois ou deux, et le jeu est quand même vachement bien mélangé. Ça a l'avantage de ne pas abîmer les cartes, pour le coup, parce que là, elles ne se frottent pas les unes contre les autres. Si elles sont slivées ou pas, ça gêne pas. Et souvent, c'est un bon rapport temps-efficacité par rapport aux autres méthodes. Moi, j'avais essayé sinon le truc, voilà, on étale tout sur la table, et puis on mélange ça, on met 4 heures à tout rassembler, on les abîme, etc. Ouais. Et puis souvent, les autres techniques de mélangeage, elles abîment un peu les cartes. Eh bien parfait, on va conclure là-dessus. Voilà, on espère que cette émission vous aura plu. C'était les ludologues, histoire de jeu. On vous retrouvera pour un prochain épisode et écoutez, d'ici là, on vous souhaite de bien vous porter et on espère que vous aurez passé un aussi bon moment que nous. Merci, à bientôt. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Et aux braves lanceurs de dés, les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Par ici, les constructeurs de decks, les ludologues, c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Oh! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? À tous les barres et de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez.